c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée d'échéance sur les marchés, échéance mensuelle avec l'expiration des contrats dérivés du contrat futur CAC pour le mois d'avril. Tout à l'heure, à 16h, ce sera l'occasion de retrouver nos experts ce soir à partir de 18h30 pour débriefer cette nouvelle échéance qui sera un nouveau mois positif pour les marchés, la 6e compensation positive d'affilée pour le CAC 40, du jamais vu depuis 2013, avec un CAC qui évolue toujours au-delà des 6200 points à la mi-journée. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le chiffre macro du jour, c'est le chiffre de la croissance chinoise, spectaculaire évidemment quand on compare la progression de l'économie chinoise sur un an, puisque le premier trimestre 2020 c'était le gros trou d'air pour l'économie chinoise. On avait eu une baisse du PIB de quasiment 7% sur un an, et donc le rebond mécaniquement est spectaculaire avec une progression de près de 19% du PIB chinois sur un an. Mais attention, quand on regarde les choses en rythme trimestriel, d'un trimestre sur l'autre, la croissance chinoise n'est plus que de 0,6% au premier trimestre contre 3,2% au quatrième trimestre 2020. 0,6% de croissance en rythme trimestriel en Chine, c'est le niveau le plus faible depuis 20 ans. On peut donc imaginer une normalisation de l'économie chinoise aujourd'hui après le fort rebond et le fort rattrapage ces derniers trimestres. Et puis dans Smart Bourse, à la mi-journée le vendredi, on parle de vos finances, finances personnelles, c'est le thème de cette demi-heure avec deux sujets, gestion de fortune et si on gagnait au loto, que se passerait-il? On en parlera avec une banquière privée, Dodo BHF, qui sera avec nous en plateau, et puis on parlera immobilier, le cœur du patrimoine des Français, avec la directrice des études d'Empruntis. « 6250 points et plus pour le CAC 40 à mi-séance en cette journée d'échéance. Les infos clés du jour, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée sur le CAC 40. L'optimisme est de mise à Paris dans le sillage des indicateurs économiques publiés hier aux États-Unis témoignant d'une reprise, mais aussi dans le sillage de la publication de statistiques encourageantes venues de Chine ce matin. L'économie chinoise bondit en effet de 18,3% au premier trimestre 2021. Une progression record pour le pays, mais qui reste cependant légèrement inférieure aux attentes des analystes. En ce qui concerne la production industrielle en Chine, toujours, la tendance est similaire. Celle-ci rebondit de 14,1% au mois de mars, mais reste inférieure aux attentes des analystes qui en attendaient une croissance de 18%. En ce qui concerne les ventes au détail en Chine, toujours, celle-ci surperforme en revanche et affiche une progression de 34,2%, soit largement au-dessus des attentes des analystes. En zone euro, l'inflation est de son côté confirmée à 1,3% sur un an au mois de mars, mais la tendance à Paris est également dictée par les bons résultats trimestriels dans l'ensemble des entreprises. L'Oréal, tout d'abord publié hier soir après la clôture ses résultats du premier trimestre. Le groupe de cosmétiques affiche une progression de 10% de ses ventes au premier trimestre, donc avec un chiffre d'affaires à 7,61 milliards d'euros, profitant notamment du rebond de son activité en Chine. Un résultat qui est sanctionné donc par le marché à la mi-journée puisque les analystes anticipaient un résultat légèrement plus élevé. Le PDG du groupe a cependant estimé que L'Oréal surperformait de 2,5 fois son marché. L'Oréal qui annonce d'ailleurs être confiant dans sa capacité à faire progresser ses résultats sur l'ensemble de l'année. La Française des Jeux annonce de son côté que son chiffre d'affaires a progressé de 5,2% au premier trimestre 2021. Le groupe de jeux d'argent a notamment constaté une hausse de près de 12% de ses mises sur la période, grâce notamment aux mises en ligne 2 fois plus nombreuses que l'année dernière. Les mises en ligne qui représentent à peu près 12% du chiffre d'affaires du groupe actuellement. Fnac Darty annonce de son côté une croissance de 21,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 1,81 milliard d'euros. Le groupe anticipe cependant un premier semestre toujours marqué par la crise sanitaire et s'attend plutôt à revenir à une situation plus normale au second semestre 2021. Fnac Darty qui reste donc confiant mais prudent sur sa performance en ce qui concerne l'année en cours. Virbac annonce de son côté un bond de 17,5% de ses ventes au premier trimestre à 266
millions d'euros. Le spécialiste de la santé animale revoit à la hausse ses objectifs pour 2021 et anticipe à présent une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 6 à 10%. Le titre affiche d'ailleurs une progression de l'ordre de 14% cette fois-ci à la mi-journée. Et le CAC 40 est également tiré aujourd'hui par les valeurs automobiles qui sont bien orientées à la suite de la publication des résultats de Daimler. Daimler qui fait état d'une croissance de son bénéfice opérationnel plus forte que prévu à 5 milliards d'euros, grâce notamment à la forte demande venue de Chine. Au-delà des valeurs, les investisseurs constatent à la mi-journée que les rendements obligataires aux États-Unis reculent toujours après avoir touché un creux à 1,56% hier. Ils sont à présent aux alentours des 1,58% aujourd'hui, malgré la reprise de l'économie américaine dont on parlait tout à l'heure. Et aux États-Unis d'ailleurs, les investisseurs suivront cet après-midi l'indice de confiance de l'Université du Michigan, mais ils suivront également les résultats trimestriels de Morgan Stanley. Du côté de l'euro-dollar, on constate une légère progression depuis hier. L'euro-dollar qui est à la mi-journée aux alentours des 1,1975 $ pour 1 euro. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Cas pratique autour de vos finances personnelles. Chaque vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse avec deux invités que je vous présente. Pascal Sévy, banquière privée et team manager chez Oddo BHF Banque Privée. Bonjour Pascal. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et Cécile Rockler qui est avec nous également pour parler immobilier dans quelques minutes, directrice des études d'Empruntis. Bonjour à vous Cécile. Bonjour Grégoire. Pascal, bonjour je commence avec vous. Pascal, vous venez avec un cas pratique, alors qui est un cas rare, mais un cas j'imagine très intéressant sur le plan notamment de la structuration du patrimoine financier, puisqu'on parle d'un couple qui vient de gagner à l'euro million, et pas une petite somme, Tout à fait. 30 millions d'euros. On imagine que c'est déjà alors, un choc psychologique qu'il faut prendre en compte, qu'il faut digérer et encaisser. Et puis c'est surtout un bouleversement total sur le plan patrimonial et sur le plan financier. Racontez-nous déjà ce couple, quel est son profil et comment est-ce que vous avez procédé justement pour organiser la nouvelle surface patrimoniale de ce couple de commerçants, je crois. Absolument, Pascal. des commerçants, des trentenaires, fin de trentenaires. Ils étaient évidemment durement touchés par la crise sanitaire. Ils voyaient le confinement d'octobre arriver et un peu désespérés, ils se sont dit, allez, on fait un ticket euro million et on va bien voir ce que ça va donner. Non, c'est des gens qui jouent jamais au loto. Je crois que c'était la deuxième fois qu'ils jouaient de toute leur vie. Et donc, ticket gagnant, 30 millions d'euros qui tombent. Donc c'est une famille, c'est des gens qui sont mariés sous la communauté légale, donc qui ont ces commerces, qui ont tout fait en commun, qui ont 4 enfants, qui habitent en province et qui se retrouvent du jour au lendemain avec cette énorme nouvelle. Ils viennent nous voir quasiment au moment du gain. Alors pour nous, c'est très particulier parce que la majorité de nos clients savent qui vont un jour devenir riches. Quand vous avez une entreprise qui fonctionne bien, vous allez hériter, vous avez un poste dans une grande entreprise, vous avez le temps d'anticiper un peu vos envies, vos objectifs. Et là, on a tout à faire avec eux. Donc nous, la leçon qu'on en tire... C'est une nouvelle vie qui commence. Complètement nouvelle, mais il faut être extrêmement précautionneux, ce qui a un aspect psychologique encore plus fort. Donc beaucoup d'écoute, de précaution, de pédagogie, de minutie dans la manière dont nous les avons aidés, les avons accompagnés en fait. Ouais. Vous nous avez expliqué à chaque fois que vous êtes venu, Pascal, évidemment, le premier travail du banquier privé, quand il reçoit un nouveau client, quel qu'il soit, c'est alors discuter de ses objectifs de vie. Absolument. Et là, j'imagine, effectivement, ce sont des objectifs qu'il faut peut-être même créer ou auxquels on n'a jamais réfléchi. Oui, c'est vraiment les aider à les définir. Ouais. Alors, il y avait quand même un objectif premier qui était assez clair, puisque tout ça est venu du fait que leur activité souffrait de la crise. Ouais. Alors, la première chose qu'on les a aidés à faire, c'est d'assainir, en fait, la situation professionnelle. Et le premier travail qu'on a fait a consisté à substituer les crédits qu'ils avaient sur les entreprises. Donc, quand on prend un crédit sur une entreprise, les taux sont en général nettement plus élevés que ce que nous, on a pu proposer. Donc, avec l'aide d'un expert comptable, parce qu'on doit être précautionneux quand on mélange du professionnel et du patrimonial. Hein. Mais on a eu la confirmation qu'on pouvait le faire. On a substitué les crédits par ce qu'on appelle du crédit lombard. Vu qu'ils avaient un patrimoine financier, en fait, le crédit lombard consiste à emprunter contre actifs financiers. Alors, ça ne vient pas ni de la banque ni de l'assureur du même nom, pour ceux qui connaissent, mais ça vient de Lombardie, une région en Italie. La région lombarde. Des services financiers. Et donc, typiquement, on va prendre un portefeuille d'actifs, lui donner une valeur de crédit, précautionneuse, parce que si les marchés bougent, on ne veut pas être en appel de marge, et on a pu substituer les crédits d'entreprise.
là, économie quand même de 50 000 euros par an. Ah oui. Parce que le crédit Lombard, en fait, est indexé sur des taux courts. Donc plutôt, la plupart du temps, pour nous, c'est de l'Euribor 3 mois, qui est négatif, vous le savez mieux. Et typiquement, en fait, le patrimoine financier devrait quand même nettement, largement couvrir le coût du crédit. Bien sûr. C'est remboursé à la fin, sans pénalité. Enfin, le capital est remboursé à la fin. Il n'y a pas de pénalité. Et c'est une situation qui peut perdurer tant que le cocktail est gagnant, marché fructueux, sur la moyenne annuelle, bien sûr, et le taux d'intérêt qui reste bas à côté. L'idée, c'est que je gage en partie mes actifs financiers pour accéder justement à ce crédit Lombard. Exactement, c'est exactement ça. Donc, déjà, ils ont économisé 50 000 euros d'intérêt juste avec cette opération sur la partie professionnelle. Donc, assainissement de la situation professionnelle pour des commerçants qui, qui étaient sans doute dans des situations plus ou moins compliquées avec la crise pandémique. Et ils pourront vendre peut-être leur activité dans 2 ans pour rembourser ce crédit. Donc ça c'est déjà une préoccupation assez forte pour eux. Après, alors là, c'est assez naturel de réfléchir à ça. Ils sont venus en disant, on voudrait constituer maintenant un patrimoine, on aimerait bien faire de l'immobilier et du financier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vous pouvez nous accompagner? Alors sur la partie immobilier, alors, ce n'est pas notre cœur de métier chez Oddo BHF. Néanmoins, notre cœur de métier, c'est d'aider à structurer. On a une équipe d'ingénierie patrimoniale qui se sont penchés sur le dossier. Alors, par exemple, ils veulent, vous vous doutez, changer de résidence, a priori. Ils vivaient quand même dans quelque chose de sympa. Mais malgré tout, il y a quand même un peu le premier achat, c'est quand même... il faut être à la hauteur de son nouveau statut. Tout à fait. Alors là, ce n'était pas le palais à Monaco, heureusement, auquel ils voulaient accéder, mais j'ai envie de changer de résidence. Donc, ils étaient déjà à l'IFI, mais ils vont l'être beaucoup plus parce que le bien qu'ils veulent acheter est plus gros. Nous, on leur a plutôt conseillé, là encore, d'avoir recours au crédit parce que ça permet de réduire un peu la facture de l'IFI, parce qu'on peut déduire les intérêts jusqu'à un certain plafond. Et puis, les taux restent quand même extrêmement attractifs aujourd'hui. Donc, voilà, vous figez un taux aujourd'hui. Vous empruntez, c'est des gens assez jeunes, donc sur 20-30 ans. Et si les taux d'intérêt étaient amenés à monter dans les prochaines années, ils ont quand même figé un taux aujourd'hui extrêmement attractif. Bon, ça c'est pour la résidence principale. Voilà. Après, la constitution du patrimoine immobilier en tant que tel. Donc, ils ont plusieurs idées, des bureaux, des appartements. Là, le conseil, c'est de structurer en société. Donc, soit une SCI, donc société civile immobilière, soit une SAS, société par action simplifiée, s'ils veulent ajouter de l'activité, par exemple, service à la personne. Donc ça, on les structure comme ça. L'avantage de la société, c'est qu'on peut faire des amortissements, là aussi déduire les intérêts. Et en fait, vous encapsulez les revenus dans cette structure-là. Si vous optez pour une imposition à l'IS, les revenus, en fait, ne sont pas fiscalisés en cours de vie. Et c'est un projet qui s'autofinance, puisque en fait, vos loyers vont payer vos crédits. Donc c'est très vertueux. L'autre préoccupation qu'avait ce couple, ils ont 4 enfants, donc l'idée, c'était de réfléchir à comment on est jeune, on a des enfants, on a du gros patrimoine. Qu'est-ce qu'on peut faire en cours de vie pour commencer à transmettre dans les meilleures conditions possibles à nos enfants? C'est dès le départ. Dès le départ qu'il faut y réfléchir. C'est en structurant le nouveau patrimoine de ce couple, trentenaire, bientôt quarantenaire avec des enfants, c'est dès maintenant qu'il faut mettre en place, ou en tout cas réfléchir aux mécanismes qui vont permettre de faciliter, de fluidifier cette transmission et ensuite peut-être la succession. Tout à fait, parce qu'en fait, l'idée, c'est de ne pas avoir tout à défaire le jour où ils vont y penser. Bien sûr. Alors, en plus, il y a des compteurs en France. Donc, typiquement, pour rappel, un couple peut donner 100 000 euros par parent, par enfant, tous les 15 ans. Dans leur cas, sans payer de droits. Dans leur cas, c'est 800 000 déjà. Et l'avantage de la société, c'est que vous pouvez transmettre des parts de la société directement. Au lieu de transmettre un bien, c'est plus compliqué, en indivision. Là, vous transmettez des parts. Donc, ils peuvent très bien dire, pour le moment, on fait les 800 000 de donation, on ne paye pas de droits et on commence à constituer. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut faire du démembrement de parts. Et l'avantage, là encore, quand ils sont jeunes comme ça, c'est qu'au lieu de calculer les droits sur un bien en totalité, sur sa valeur à 100, on va la calculer dans leur cas sur une valeur de 30. Donc c'est la même grille, sauf qu'on part sur une base beaucoup moins élevée. Et on peut imaginer qu'ils vont continuer ces différents mécanismes au fur et à mesure de leur vie pour faire en sorte que le patrimoine se transmette de la meilleure façon possible à leurs enfants. Ça, c'était la partie immobilière, on va dire, du nouveau patrimoine de ce couple heureux. Pascal, il y a la partie placement financier aussi. D'ailleurs, intéressant de savoir quel équilibre vous avez pu mettre en place entre la partie immobilière et la partie placement financier. Mais sur les placements financiers, là, comment est-ce que vous avez réfléchi et structuré les choses pour vos clients? En fait, comme vous l'avez compris, ils vont plutôt avoir recours au crédit pour tout le reste. On s'est permis de faire une proposition sur les 30 millions en question, la totalité en fait du patrimoine. Alors, ils nous ont fixé un objectif de rendement
on ne sait pas très bien comment ils sont arrivés à ce chiffre, mais il nous semblait plutôt bon, puisqu'ils sont arrivés avec 3% net de frais chaque année. D'accord. Alors faites le calcul, ça fait quand même 900 000 euros. Ouais. Donc, partant de ce rendement, en fait, on est parti de l'objectif pour définir l'allocation. Mais ce qu'ils nous ont dit, c'est que ces 900 000 euros, on ne veut pas les dépenser, parce qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Leur train de vie, ils l'ont estimé à 10 000 euros par mois. Donc, ils nous ont demandé de retirer 120 000 euros net de fiscalité et de frais de leur patrimoine chaque année. Et on a défini, nous, notre allocation partant de là. Donc, on a mis 10 millions de côté, on l'a fait que sur 20, cette projection patrimoniale, parce qu'on estime que les 10 pourraient être quand même employés dans le futur. Et les 20 millions, figurez-vous qu'ils deviennent 40 millions au bout de 30 ans, dans notre projection. Si jamais on les gère avec une allocation, donc là, via des assurances vie, 60% fonds euros, 40% unité. Ouais, un 60-40 traditionnel. Traditionnel, on attend 2,6 de rendement net là-dessus. Et en fait, en retirant ces 120 000 net de frais de fiscalité chaque année, le patrimoine, dans 30 ans, devient 40. Donc non seulement ils préservent, ils doublent même le patrimoine, et ils peuvent quand même combler leurs besoins en train de vie. Quand vous dites c'est eux qui nous ont proposé l'objectif de rendement, et il se trouve que c'était plutôt en ligne avec ce qui était envisageable et ce qui est approprié de faire dans ce cas. Ça veut dire que c'est quand même un couple qui avait une éducation financière, qui a compris aussi tout ce que vous alliez faire avec ce nouveau patrimoine. C'est beaucoup quand même de pédagogie de notre part pour les accompagner. Parce qu'encore une fois, je rappelle, on parle d'un couple dont la vie change du jour au lendemain sur un ticket d'euro-million à 30 millions de gains. On n'est pas tous préparés à ça, et personne ne l'est même peut-être. Il faut écouter votre émission pour avoir les bons conseils. Mais bien sûr. Voilà, faut être prêt. Après, on est quand même face à des entrepreneurs, c'est des gens réfléchis, c'est des gens qui savent ce que c'est. Oui, parce que je trouve que c'est très modéré ce qu'ils sont venus vous demander d'une certaine manière. Tout à fait, ils s'étaient déjà bien imaginez les choses beaucoup plus flamboyantes. Tout à fait. Non, au contraire, c'est vraiment des gens qui ont la tête sur les épaules, ils ont une famille, ils ont des enfants, donc l'idée c'était vraiment de ne pas faire d'erreur. Ils nous ont presque dit aidez-nous à ne pas faire d'erreur, à ne pas flamber. On a été un peu gardien du temple aussi avec eux dans cette histoire. Et on leur a permis, je pense, de faire une structuration qui est très diversifiée aussi, puisque les 30 millions en question, donc j'ai parlé d'assurance vie 60-40, on a diversifié notre risque de contrepartie en prenant 2 compagnies, risque pays en prenant l'assurance vie France, l'assurance vie Luxembourg, et bien sûr des profils de gestion. On a fait une moitié équilibre, une moitié dynamique. Le tout, cette allocation-là, on l'a augmentée après avec du non-coté et de l'or physique pour diversifier encore. Et on atteint, on espère, en objectif de rendement, leurs 3% net par an avec cette allocation. Donc c'est 22% d'actions au total. C'est pas très agressif comme profil. Non, effectivement. Dans ce que j'ai décrit. Et ça, c'est un socle qui peut tenir des années, j'allais dire, pour la gestion du patrimoine de ce couple. Oui, parce que pourquoi prendre plus de risques si on atteint leur objectif? C'est pas forcément nécessaire. Après, on réallouera dans le futur, et puis au fur et à mesure de leur aussi meilleure compréhension des choses, on pourra peut-être faire un peu plus d'actions que prévu. Bon. Ça donne envie de gagner à l'euro-million, évidemment, Pascal. L'autre manière, on parlait de Française des Jeux tout à l'heure qui publiait ses résultats. Oui, effectivement, il y a une manière aussi d'investir dans les jeux sans attendre le coup de chance là qu'ils ont eu, ce couple heureux. Et c'est vrai que le titre FDJ, pour le coup, fonctionne très bien. Fonctionne très très bien de ce point de vue-là. Je crois me souvenir que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Oh non! Je vous conseille d'aller faire un petit ticket ce soir. Un ticket euro-million. Ah oui. Je vous l'offre. Super. Et je vous attends ensuite pour ouvrir votre compte. Alors si je gagne 30 millions, vous serez forcément ma banquière. Pascal, il n'y a pas de doute là-dessus. Je vous attends avec plaisir, Grégoire. Merci beaucoup, Pascal Sévy, banquière privée, team manager chez Odo BHF, banque privée. Cécile Roclor, on vous retrouve, donc directrice des études d'Empruntis. Trêve de plaisanterie, non, le but, parce que l'immobilier c'est sérieux, c'est quand même toujours au cœur. Ça fait partie du patrimoine. C'est le cœur du patrimoine des Français. Je voulais juste qu'on dise un petit mot, on va parler du locatif, de l'investissement locatif, mais un petit mot quand même des taux de crédit. Donc ça y est, là, toutes les études sont en train de sortir. On va battre des records à la baisse au cours du mois d'avril, c'est ça, Cécile? Ça n'arrête pas. C'est aussi incroyable qu'imprévu. Depuis le début de l'année, les banques baissent leurs taux, et aujourd'hui, on va se donner 2-3 repères. Sur 15 ans, en moyenne, on emprunte à 0,95, mais au barème de certaines banques, on va pouvoir descendre en dessous de 0,7. Et sur 20 ans, on est à 1,10 en moyenne. Et bien sûr, on va pouvoir descendre en dessous des 1 avec du 0,90
C'est 80. Ouais. Au moins au barème d'une banque. Donc oui, les taux sont juste incroyables. Est-ce que ça veut dire, parce que les taux c'est une chose, est-ce que ça veut dire que les conditions de crédit s'assouplissent et s'assouplissent pour tout le monde? Parce que je vois que la production de crédit est plutôt en retrait, c'est ça, sur le premier trimestre, oui. Cécile? Oui, alors c'est en baisse pour différents critères. Vous avez raison, tout le monde n'accède pas à ces taux-là, on va être clair. Ça va quand même mieux en ce début d'année que ça a pu l'être en 2020. Les banques sont plus souples, elles regardent beaucoup plus les dossiers, elles sont moins catégoriques dans l'application d'une règle. Et des professions qui n'accédaient plus au crédit en 2020, qui étaient des professions durement touchées par la crise. Aujourd'hui, les banquiers nous disent on re-regarde les dossiers, on va regarder, on ne sait jamais, on va peut-être y aller, et ils y vont parfois. On avait un vrai problème sur l'apport, on sent qu'il y a des banques qui ont la volonté de desserrer un peu les taux, mais tout ça sur fond de HCSF, au Conseil à la stabilité financière. Donc, les banques essayent de trouver les paramètres et les leviers sur lesquels elles peuvent jouer dans un cadre réglementaire qui s'est quand même un peu resserré. Qui s'est clairement durci en 2 ans. Depuis décembre 2019, avec un léger assouplissement en décembre 2020, on a quand même des critères de durée, 25 ans. Je vais pouvoir ajouter 2 ans si je fais de l'investissement dans le neuf ou si je fais des travaux à hauteur de 25% de mon coût d'acquisition. Et taux d'endettement, 35% avec l'assurance emprunteur. Et là, ça joue beaucoup, ça contraint beaucoup. Alors, vous me direz, la règle, c'était déjà dans la pratique d'être plutôt aux alentours de 33%, mais en fonction du projet, du reste à vivre, du profil de clients qu'on avait, on pouvait monter 36, 37, 38, voire du 40%. Là, c'est dans l'enveloppe dérogatoire que les banques ont, 20% de leur production. Donc oui, ça pêche et vous avez raison, la production elle est en baisse, mais elle est en baisse pas tant parce que les banques ne veulent pas y aller, parce que clairement, elles se sont fixées des objectifs ambitieux pour 2021. Donc, il faut qu'elles y aillent. C'est pour ça qu'elles ont baissé leur taux. C'est plutôt parce qu'on a une pénurie d'offres et que tous les clients qui souhaitent acheter et qui sont finançables mais ne trouvent pas de biens à acheter, et avec la promotion immobilière qui était à la peine. Oui, c'est ça, pénurie d'offres structurelle en France, mais qui s'est sans doute encore aggravé tout à fait après l'année 2020. Oui, clairement, aujourd'hui, on a eu une panne dans le neuf, dans la promotion. On a une surenchère sur la construction individuelle. Tout le monde veut sa maison ouverte. Tout le monde est un grand mot, mais beaucoup de gens veulent du verre et de la maison individuelle. Et du coup, tous les secteurs des villes moyennes qui étaient très regardés depuis la crise sanitaire, le premier confinement, là, ça flambe. Et Paris, c'est pas la France. Et donc, partout en France, on a effectivement une demande à la hausse, mais qui ne trouve pas forcément son bien et parfois qui ne trouve pas son financement. Vous avez raison, parce que tout le monde ne peut pas accéder au crédit. Bon, et puis la partie locative, l'investissement locatif, alors qui est à la peine, qui souffre aussi. Déjà, comment on l'explique? Est-ce que c'est très directement lié à la crise Covid, Il y a Cécile? un vrai impact, Grégoire, vous avez raison, tout simplement parce que si on a... Enfin, la crise économique, elle est quand même globalement devant nous. Les défaillances d'entreprises, c'est pour demain, même si on commence à avoir des premiers signaux qui sont sortis dans des études cette semaine. Si vous louez à des gens qui n'ont plus la capacité de payer leur loyer, et quand vous êtes un investisseur, il vous reste la charge de crédit. Le HCSF a d'ailleurs joué aussi là-dessus, dans ses recommandations de décembre. Il demande aux banques de pondérer vraiment les loyers pris en compte dans le cadre d'un investissement locatif, alors qu'on avait certaines banques qui prenaient en compte 90%, 100% du loyer, en disant en fait ce que je vais regarder, c'est plutôt le taux d'effort que va faire mon investisseur, parce qu'en fait ce qui compte c'est le loyer du locatif, la charge du locatif, et c'est ça qu'on va regarder, c'est le taux d'effort. Les banques aujourd'hui le regardent vraiment à la marge quand elles se posent la question d'y aller ou pas sur un dossier, alors qu'avant c'était la règle de fonctionnement, et ça joue contre l'investissement locatif. Bon, si on prend, prenons un cas pratique alors d'un ménage aisé sur le segment immobilier qui a accumulé de l'épargne, un peu plus d'ailleurs que le reste des Français, puisqu'on a bien compris que c'était dans les parties les plus aisées que l'accumulation d'épargne avait été la plus importante, qui réfléchit à investir. L'immobilier, évidemment, vient assez rapidement en tête quand on parle d'investir pour un ménage français. Les bonnes règles, les bonnes pratiques aujourd'hui. Est-ce que c'est encore intéressant d'ailleurs de faire du locatif, Cécile? Alors ça reste un produit de diversification dans le patrimoine, parce qu'elle le disait très bien. D'abord, il y a un amour particulier des Français pour l'immobilier, et ça, on ne changera pas. Ensuite, ça reste un produit de diversification. En matière patrimoniale, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, et l'immobilier fait partie des composantes qui sont à regarder et qui plaisent toujours aux Français. Après, il y a effectivement quelques règles, vous avez raison. La première, c'est d'avoir un minimum d'apport. Autant il y a 2 ans, on se disait 0 €
d'apport et c'est intéressant fiscalement de ne pas mettre d'apport parce qu'il faut maximiser la charge de l'emprunt. Aujourd'hui, les banques, elles attendent à ce que vous ayez préparé un peu votre projet, que vous ne soyez pas juste un opportuniste qui ne se pose pas trop de questions et que donc vous ayez mis un peu d'épargne de côté pour payer à minima les frais qui sont en fait la zone de tension en matière de risque pour un banquier puisque du coup, si jamais vous êtes obligé de vendre rapidement parce que vous ne trouvez plus de locataire, parce que financièrement, vos revenus professionnels sont à la peine, vous risquez de perdre ces 10% de frais de notaire, indûment frais de notaire puisque c'est les droits de mutation, c'est de la taxe. Mais du coup, la banque, elle va plutôt être regardante sur votre dossier si vous avez ces 5, 8, voire 10% d'apport. Donc ça, c'est la première règle, c'est jouer la prise de risque avec le banquier et amener un peu d'épargne dans le projet. Ensuite, il va falloir être raisonnable sur le montage de votre projet. Il y a 2 ans, faire du 25 ans sur l'investissement locatif, justement pour maximiser ses intérêts d'emprunt, il n'y avait pas de sujet. Aujourd'hui, on a plusieurs partenaires bancaires qui nous disent 20 ans, c'est déjà bien. 15 ans, idéalement. Peut-être que j'irai sur 20 ans si mon taux d'endettement sur 15 ans passe. Donc là, on voit qu'il y a des marges de manœuvre qui se sont contractées et que vous n'allez plus avoir autant de ressources parce que le taux d'endettement, c'est le levier sur la mensualité. Clairement, bien sûr, plus vous avez un taux d'endettement, vous augmentez votre taux d'endettement, plus vous pouvez réduire votre mensualité et ça a du sens. Donc du coup, aujourd'hui, on va jouer quand même sur des durées beaucoup plus courtes pour les investisseurs. En moyenne, chez nous, un investissement locatif, ça se fait sur 18 ans aujourd'hui, quand c'était plutôt un peu plus élevé avant. Ah oui, effectivement. Et alors, quid du reste à vivre dans ce contexte-là, s'il faut raccourcir son horizon d'investissement, non, mais c'est la question. Est-ce que les banques sont prêtes à accepter un reste à vivre peut-être un peu plus comprimé aussi pour les investisseurs Alors, le reste à vivre, c'est bon de le préciser. C'est ce qui vous reste pour vivre une fois que vous avez payé vos charges de crédit et vos charges de loyer si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale. Toutes les banques n'ont pas les mêmes critères. Chacune a sa propre règle. C'est pas comme le taux d'endettement où on dit bien c'est charges et revenus où c'est à peu près homogène. Même si on peut avoir des nuances. Mais globalement, là, le reste à vivre, c'est chaque banque décide de son mode de fonctionnement. Il y a une interprétation banque par banque de ce qui constitue le reste à vivre. Et chacune a ses critères. C'est-à-dire que vous allez avoir des banques où on va vous dire c'est 500 € pour un adulte. Il y a des banques qui vont vous dire moi, la règle, c'est 2000 € pour un foyer. Il y en a qui vont appliquer des augmentations en fonction du nombre d'enfants à charge. Donc là, ça va être très variable. Et effectivement, étrangement, ce sont les ménages les plus aisés qui ont été touchés par ces sujets de reste à vivre. Parce que du coup, avant, on avait beaucoup de souplesse. Taux d'endettement, reste à vivre, on jouait dès qu'on avait des hauts revenus. Il n'y avait pas de problème, il y avait beaucoup de marge de manœuvre. Aujourd'hui, les banques, même sur les hauts revenus, elles ont leurs critères et elles vont regarder, elles vont faire attention. Donc l'intérêt, aujourd'hui, plus que jamais pour un investisseur, c'est de comparer les solutions pour trouver celle qui va apporter le maximum de liberté et qui va permettre de réaliser des projets d'investissement locatif sans pénaliser le taux d'endettement pour d'autres projets. Bon. De toute façon, mettre les banques en concurrence, c'est un principe de base quand aujourd'hui, je crois que c'est l'immobilier, mais aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Bon, merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir été là pour nous apporter vos conseils, vos remarques, et puis ces exemples, ces cas pratiques autour de l'investissement immobilier et de la gestion de fortune. Cécile Roclor était avec nous, directrice des études d'Empruntis, et Pascal Séville, je le rappelle, banquière privée chez Odo BHF Banque Privée.